Mais oui, donc dans tes choix que tu fais en tant que maman, c'est sûr aussi que tu vas toujours être critiquée. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir quelque chose à dire sur ce que tu fais. Donc, il faut vraiment que tu t'écoutes parce qu'au final, c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi et ton bébé. Tu dirais quoi de ceux qui ont l'argument qui dit que t'es une femme égoïste, t'as mis fin à cette relation-là, l'enfant voit son père une fois ou 3 semaines. Je pense qu'en ayant, premièrement, celle qui a la majorité du temps de garde, ça veut dire que la majorité du temps, je fais passer mon fils avant mes besoins à moi. Ça, c'est pas, selon moi, être égoïste. Et juste de par la façon dont mon fils a réagi au moment de la séparation, un foyer qui est pas sain, c'est pas un environnement pour un bébé. C'est sûr que physiologiquement parlant, chez la femme, c'est viscéral de s'occuper de son bébé. C'est vraiment à l'intérieur, tu l'entends pleurer, tu peux plus penser à rien d'autre. C'est vraiment, je pense, ça vient de chercher d'une façon un peu plus profonde du lien créé par la grossesse, l'enfantement, tout ça. Donc, je pense la nécessité de répondre aux besoins de notre enfant chez la maman est plus fort, mais ça peut aussi jouer contre elle. Comme ce que je te disais tout à l'heure au début, les premiers mois, la peur que j'avais de la mort subite du nourrisson où j'arrivais pas à rationaliser, ça peut aussi te mettre dans des états où tu es trop... ça devient presque maladie. Il fallait toujours que je m'assure que mon enfant va bien. Le père peut-être peut être un peu plus rationnel. Quand les hormones suite à l'accouchement font au niveau de la maman, ça peut aider à avoir quelqu'un un peu plus terre à terre à côté. Donc, Maman à 29 ans. Ça fait quoi être maman à 29 ans? Je ne sais pas à quel point ma réalité est différente d'une maman d'un autre âge. Mm-hmm. C'est sûr que, par exemple, dans mon cercle d'amis, j'ai pas beaucoup d'autres mamans. J'ai l'impression que quand tu es un peu plus à un stade plus avancé dans la vie, peut-être, ça va être un peu plus facile parce que tu as d'autres amis qui deviennent mamans aussi. Mm-hmm. Donc là, tu peux faire des activités qui vont être plus... où tous les enfants vont être là et tout ça. Mm-hmm. Mais c'est vrai, j'ai jamais même pas pensé à cet aspect-là dans le sens que toi, tes amis n'ont probablement pas d'enfants à cet âge-là, en fait. J'ai une amie qui a un enfant. Ouais. Puis sinon, j'avais une autre amie avec qui j'étais quand même proche, mais c'est celle qui est partie vivre au Mexique, dont je t'ai parlé. Oh, ok, c'est cool. Ouais. C'est cool. Est-ce que tu dirais en fait que le fait d'être tombée enceinte t'a isolé socialement? Ou le fait d'être maman t'a isolé socialement? Au moment où je suis tombée enceinte, c'était la pandémie. Donc, de toute façon, ma vie sociale était très, très limitée à ce moment-là. Puis sinon, non, je vois quand même mes amis. Mon fils est proche de mes amis. Elles aiment le voir. Donc, j'ai continué mes activités normales, juste en incluant mon enfant. Ton enfant. Ou en le faisant garder si c'est pas propice à l'amener avec moi. J'avais déjà posé la question, mais je vais te redemander. C'est quoi on ne s'imagine pas avant de devenir parent? Donc, il y a beaucoup de choses. Puisque je t'avais répondu, c'est vraiment la fatigue. Tu réalises pas encore c'est quoi de vraiment être fatigué, être épuisé, te réveiller toutes les heures, nourrir ton bébé, pas avoir le temps de rattraper sur ton sommeil. Moi, j'en souviens, j'avais à peine le temps de manger des fois parce qu'il était vraiment... il buvait beaucoup, beaucoup de lait. Uh-huh. Et ça demande quand même beaucoup pour le corps humain de produire aussi. Donc, tu manges en double au final, tu bois tout le temps. J'en souviens, j'avais tout le temps faim, puis tout le temps, il s'endormait sur moi, donc je voulais pas le réveiller, je le gardais sur moi. J'attendais pour pouvoir aller manger quelque chose en vitesse. Donc, c'est vraiment tout tourne autour de ton enfant et tu t'adaptes, toi, à son rythme, à lui. C'est pas lui qui va s'adapter au tien. Wow. Est-ce qu'on s'adapte naturellement à ce rythme-là ou ça peut causer quelques moments de détresse mentale? Dans mon cas, moi, je l'ai fait très naturellement.
Je te dirais que c'est quand même dans ma nature de faire passer un peu le bien des gens que j'aime avant le mien, ça me dérange pas. Mais il existe quelque chose qui s'appelle le regret maternel. Le regret maternel? Ouais, puis j'avais regardé des émissions, des témoignages qui en parlaient. Puis c'est un peu, je m'en souviens, c'était une maman qui disait « Ah, j'ai envie de cuisiner tel plat, mais là, mon fils dort, je suis toute seule avec lui. Bon, je peux pas aller à l'épicerie parce que le petit dort. » Donc, c'est toutes les contraintes que ça vient de t'amener dans ta vie quotidienne. Puis, il peut y avoir des personnes pour qui c'est un irritant. Puis souvent, ces mamans disent que vraiment, elles n'aiment pas moins leur enfant qu'une autre maman. Elles ont quand même de l'amour pour leur enfant, mais c'est la vie de maman qu'elles n'apprécient pas. Elle n'apprécie pas la vie de maman parce que ça peut être contraignant à certains épisodes, à certains moments. Oui. Askana, est-ce Aksana. que... Aksana. Ok, pardon, oh my God. Ma bad. Aksana. Aksana, oui. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter pour ceux qui écoutent l'épisode présentement? Oui, je sais pas vraiment quoi dire. Je suis maman. J'ai 29 ans. Encore une fois, je me définis beaucoup selon mon rôle de maman. Je sais vraiment pas quoi dire d'autre. T'es quoi d'autre à part être une mère? Une femme, une amie pour beaucoup. Je consacre beaucoup de temps à ma pratique du yoga récemment. C'est ça que je présente sur les réseaux sociaux. En fait, c'est juste cette partie-là que je montre. Et c'est comme ça que tu m'as trouvé, j'imagine. Ouais, donc voilà. Est-ce que tu te sens comprise par les autres? Est-ce que tu te sens comprise en tant que mère vis-à-vis certaines décisions de vie que tu dois prendre pour ton enfant? Ça n'a pas toujours été facile, c'est sûr. Juste le fait de devenir maman monoparentale, j'avais beaucoup d'appréhension face à la réaction des gens par rapport à ça. Je savais que je savais que tout le monde allait être déçu en fait. Puis tout le monde allait être dessus? Oui, parce que ça faisait quand même longtemps que j'étais en couple. Je suis quand même proche de la famille du père de mon fils aussi. Donc, je m'en souviens, des fois, je pensais à la séparation. Puis je me disais, oh non, je peux pas faire ça à sa maman. Elle va avoir trop de peine. Donc, il y avait beaucoup de gens que je voulais pas décevoir. Mais oui, donc dans tes choix que tu fais en tant que maman, c'est sûr aussi que tu vas toujours être critiquée. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir quelque chose à dire sur ce que tu fais. Donc, il faut vraiment que tu t'écoutes parce qu'au final, c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi et ton bébé. C'était perçu comment, cette rupture-là? Ça a surpris tout le monde parce que même si ça allait mal, c'est pas quelque chose dont je parlais autour de moi. Donc, ça a surpris tout le monde. Oh, ok. Donc, les gens n'étaient pas conscients de la dynamique du couple, en fait. Non, pas du tout. Donc, c'est comme si une bombe a explosé du jour au lendemain. Oui. Puis, ça a été... Quand je l'ai dit à mes parents, je m'en souviens, je leur ai dit, je vais vous dire quelque chose. Je veux pas votre avis. Je veux pas que vous me trouviez une solution. Je veux juste votre soutien. C'est de ça que j'ai besoin. Puis, ils m'ont écouté. Puis, sur le coup, ils étaient surpris, c'est sûr. Mais ça a passé. Au moins, ils ont été compréhensifs et ils ont accepté la décision en fait que tu as prise parce qu'ils savent que tu as pris la meilleure décision pour toi et l'enfant. C'était comment se retrouver à 29 ans et à 27. À 27 ans ouais. et célibataire. C'était comment se retrouver avec un enfant de 1 an et être célibataire? Honnêtement, ça m'a pris du temps le réaliser. Puis, je m'en souviens, c'est vraiment pendant mes vacances au Mexique, je racontais à mon ami comment est-ce que je travaillais en télétravail en même temps que j'avais mon fils à la maison.
Puis elle m'a dit, ah, t'es forte. Puis c'est elle qui a dit pour la première fois le terme de maman monoparentale. Puis on dirait que j'avais même pas allumé que c'était la première fois qu'on me le disait à voix haute. Dans ma tête, juste je restais maman. Puis le fait de devenir célibataire, ça a pas... encore une fois, je l'ai pas mal pris. J'étais pas dans l'optique où il fallait absolument que je trouve quelqu'un. Je l'ai plus vu comme une occasion de me redécouvrir et d'avoir du temps pour moi avant d'envisager être avec quelqu'un d'autre. C'est quoi t'as redécouvert de toi-même? C'est quoi t'as appris sur toi-même en étant mère célibataire pendant cette époque-là? Je pense que j'ai vraiment réappris à me découvrir, à avoir du temps pour moi. Il y a eu aussi un processus de réappropriation du corps, un peu, je te dirais, après 9 mois de grossesse, 1 an et demi d'allaitement, simplement de pouvoir manger, boire ce que j'avais envie. J'ai vraiment... C'est des choses dans lesquelles j'étais limitée pendant 2 ans à peu près au final. Donc, ça a vraiment été d'apprendre à savoir de quoi est-ce que moi j'avais envie, puis qu'est-ce qui me faisait du bien. Wow, c'est la première fois que j'entends ce terme de réappropriation du corps. Donc, après une grossesse, c'est vrai, pendant une grossesse, il y a certaines choses que tu peux tout simplement plus faire. Oui, C'est ton quoi les corps choses... est au service de ton enfant au final. Peut-être ton corps, il t'appartient encore, mais il appartient à ton bébé aussi. C'est plus juste ton corps à toi. Wow. Et c'est quoi tu pouvais pas faire en tant que femme enceinte? En plus, moi, j'avais eu du diabète gestationnel. Donc, il fallait vraiment que je calcule mon taux de glucides, que je me pique le matin pour voir c'était à combien, est-ce que j'avais mangé trop de sucre, est-ce que j'en avais pas assez mangé. C'était super contraignant. Après, il y a plein d'aliments que tu peux pas manger aussi parce que c'est dangereux pour le bébé. Tu peux pas boire d'alcool, obviously, mais ouais. Puis après, pendant l'allaitement, ça continue aussi parce que les aliments passent dans le lait. Donc, tu veux t'assurer de manger comme il faut. Il y a des aliments que le bébé peut ne pas aimer, par exemple. Donc là, il va pas être content quand tu bois le lait. Donc là, tu sais que tu peux plus manger ça. Si tu bois trop de café, ton bébé va avoir du mal à s'endormir. Donc toi, tu es épuisé, mais tu peux juste boire un café parce que sinon, il dormira pas. Ouais, donc il y a tout ça qui rentre en jeu. C'est incroyable de voir le lien biologique et psychologique qu'on a avec son enfant, surtout en tant que mère et enfant, en fait. C'est incroyable de voir à quel point c'est quelque chose qui arrive, en fait. J'ai envie de te demander, quand tu penses à ton enfant, tu penses à quoi? Je pense je vais toujours avoir l'image de lui nouveau-né. Toujours, toujours, toujours. Sinon, des fois, c'est dur. Des fois, on revoit des photos puis on réalise à quel point ils grandissent vite, ils changent vite. Mais l'image de lui nouveau-né, vraiment, quand je pense aujourd'hui, lui, 3 ans, je le vois en ce moment, mais je vois encore... Lui nouveau-né. Lui nouveau-né, ouais. Wow. C'est vraiment marquant. Wow. Est-ce que... Parlons-nous, donc je me permets de poser les questions que peut-être quelqu'un qui te connaîtrait depuis longtemps n'aurait jamais osé te poser. Est-ce que c'était une grossesse programmée? Non, c'était pas une grossesse qui était prévue. Par contre, c'est une grossesse que j'ai très bien accueillie et que son père aussi a très bien accueillie dès le moment où on l'a su. Ça a été pris comme une bonne nouvelle. Vous étiez plusieurs années ensemble, toi et le père de ton enfant. Est-ce que tu dirais que le fait de devenir parent a contribué en quelque sorte à votre rupture? Je pense que oui. Je pense que oui, même s'il y a beaucoup d'autres enjeux qui rentrent en compte. Ce qu'on attendait un peu l'un de l'autre versus ce que l'autre faisait dans la parentalité en plus, c'est là où je pense vraiment il y a eu des clashs qui étaient trop grands entre nous et qu'on a réalisé qu'on n'était peut-être pas compatibles ensemble. C'est quoi le rôle
d'une mère? Le rôle d'une mère, c'est de veiller au bon développement de son enfant. Puis ça, c'est les besoins primaires, mais c'est aussi lui offrir un foyer aimant, un environnement sain où il peut s'épanouir, puis être présente pour lui, peu importe ce qu'il arrive. Et c'est quoi le rôle d'un père? Je te dirais que c'est, à mes yeux, la même chose. C'est sûr que dans chaque relation, chacun doit trouver sa place. Par exemple, moi qui étais dans une situation d'allaitement, je comprends que le papa, il peut pas, là, c'est physiologiquement parlant, ses nipples sont useless. Il peut pas produire du lait puis m'aider à ce niveau-là. Je veux dire, même s'il veut, il peut pas. Mais il y a d'autres choses qu'il peut faire quand même. S'assurer que la maman mange bien, justement. Des fois, c'est juste de lui apporter un verre d'eau. Il y a quand même un rôle à jouer. Il y a un soutien qu'il peut apporter, même dans ce genre de situation. Donc, chacun doit apprendre à trouver sa place selon la dynamique de la famille. Selon la dynamique du couple aussi, de la famille entière. En fait, j'ai une question à te demander, en fait. Disons qu'il est... Là, on va dire couple homme-femme. Il est 2h du matin, l'enfant pleure. C'est qui doit se lever pour prendre soin de l'enfant? Encore une fois, je pense que l'allaitement a vraiment un gros rôle à jouer parce que dans une situation d'allaitement, la maman peut juste prendre le bébé, lever son t-shirt et c'est fini. Dans une situation où le bébé, pas souvent c'est comme ça que tu vas le rendormir, là, c'est vraiment la solution à tout. La première année, tu donnes du lait et peu importe c'est quoi le problème, souvent ça va passer. Dans un cas contraire, il faut qu'il y en ait un des deux qui se lève, qui aille stériliser le biberon, chauffer le lait. C'est vraiment plus demandant de donner le biberon que l'allaitement. Donc la nuit, je comprends que c'est à la maman, si elle allait, de le prendre. Mais j'ai déjà entendu des situations où le papa se réveille avec elle pour juste la soutenir, lui parler, être sûr qu'elle s'endort pas pendant qu'elle allait. Donc le rôle du père peut toujours... il peut toujours être impliqué, mais ouais. Tu préfères quelle situation, que le père dorme ou le père vienne avec toi? C'est sûr que je pense que n'importe qui préférerait avoir le soutien de son partenaire. Mais si le père dort, est-ce que ça veut peut-être que lui, il a travaillé toute la journée et il a travaillé peut-être 15 heures la journée et il peut vraiment pas se permettre de ne pas dormir? C'est pour ça que ça dépend vraiment du contexte. Ouais. Puis oui, si la personne travaille, qu'il a recommencé le travail, parce que souvent le papa prend moins de congé parental que la maman, là oui, la maman est en arrêt pour s'occuper de son bébé, pas lui. Donc, ouais. Oh. Est-ce que tu dirais qu'il y a un rôle entre hommes, il y a un rôle d'homme et un rôle de femme dans l'éducation de l'enfant? C'est sûr qu'il y a des rôles plus traditionnellement attribués à chacun des deux parents. Mais encore une fois, je pense que ça peut être fluide et que si, pour une raison X, le papa est celui qui cuisine le mieux dans le couple, ça peut être lui qui s'occupe des repas. Parce que souvent, on va reléguer ça à la maman. Là. Fait que je pense qu'il faut s'adapter aussi face aux deux humains qui composent le couple. Pour créer une réalité qui s'accorde avec les individus. Oui. Exactement, pour que ça soit en harmonie. Tu parlais d'allaitement et on a parlé un peu de ça avant de commencer de filmer. Est-ce que tu te sentais jugé parfois en public quand tu faisais l'allaitement à ton enfant? Quand tu allaitais ton enfant en public, est-ce que tu te faisais juger parfois? Je pense que oui. J'étais consciente qu'il y avait des personnes autour de moi que ça pouvait déranger de par leur regard. J'ai jamais eu de remarques. On m'a jamais demandé de quitter les lieux ou quoi que ce soit, ce qui peut malheureusement arriver à certaines femmes. Moi, toujours, ça s'est limité à des regards. Et sur le coup, quand tu es dans le moment, le plus important pour toi, c'est juste de nourrir ton enfant. Donc, que quelqu'un me regarde de travers, c'était un peu le dernier de mes soucis.
Donc, je me suis pas sentie jugée parce que ça me passait un peu au-dessus de la tête, mais j'étais consciente de déranger certaines personnes autour de moi, oui. Très intéressant dans le sens que c'est quelque chose de tout à fait naturel d'allaiter. Donc, c'est vrai que ça doit être un peu frustrant parfois se faire juger parce qu'on fait quelque chose qui est juste tout simplement normal. Oui, puis qui est de prendre soin d'un nouveau-né. Il y a d'autres choses qui sont normales de faire dans la vie qu'en tant qu'adulte, on peut comprendre, OK, je vais attendre. Mais là, on parle d'un nouveau-né qui peut pas raisonner. Lui, il pleure. Sa maman est juste là. Il va pas comprendre pourquoi sa maman le nourrit pas alors qu'elle est là. Donc, il y a ça qui rentre en compte aussi, c'est qu'on deal avec des bébés. Ils sont pas des êtres rationnels encore. Wow. Est-ce qu'un enfant, ça demande trop d'attention parfois? Ça demande beaucoup d'attention, c'est sûr. Des fois, ça peut être un peu prenant quand ça fait 30 fois que tu entends « Maman, maman » dans 2 minutes. Des fois, ça peut être un peu prenant, oui. Mais c'est normal, puis je pense que c'est important de leur donner pour qu'ils puissent se sentir importants, se sentir valorisés. Mais oui, ça demande énormément d'attention. On est en 2024 et maintenant, comme tu m'avais dit, tu as un partenaire. C'était comment l'intégration dans ta famille? Ça a été très bien accueilli. Ça faisait déjà un moment qu'on se voyait. Puis j'avais déjà parlé de lui par-ci, par-là. On a vraiment pris les choses très, très, très doucement. Donc, on a d'abord, pendant une longue période de temps, juste eu une vie de couple. Tranquillement, il a rencontré mon fils à plusieurs reprises pour aller vers une dynamique un peu plus familiale maintenant, où il passe les week-ends avec nous. On va faire des activités comme aller aux pommes, des classiques là, de la vie familiale, dans le fond. Ouais. Je viens juste de penser à une question que je me dis que ça peut être quelque chose que certains abonnés se demanderaient. Le père de l'enfant, il pense quoi de tout ça? C'est sûr que juste le fait d'apprendre que j'étais avec quelqu'un lui a déplu, mais à l'heure actuelle, lui aussi, il est en couple. Donc, même au départ, je pense il n'a pas vraiment son mot à dire. Je comprends que c'est quelqu'un qui est dans la vie de son fils, par contre. De la même façon que moi, au début, j'avais trouvé que il avait peut-être, selon moi, présenté sa copine un peu trop tôt, mais chacun y va selon leur rythme. Moi, je trouvais que c'était plus sage d'attendre que la relation soit bien établie, être sûr d'être... Encore une fois, j'ai été en couple pendant 8 ans et on peut jamais être sûr à 100%. C'est vrai. Mais, c'est vrai. Ouais. Mais ouais, je trouve, dans mon cas, à moi, c'était mieux d'attendre un peu plus avant de le présenter. Lui, il a fait ça plus rapidement. Il y a eu comme un petit accrochage à ce niveau-là au début. Oh. Finalement, aujourd'hui, ils sont encore ensemble, puis elle a l'air d'une super gentille fille. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Est-ce que tu as présenté ton copain au père de ton enfant? Non, ça c'est encore jamais c'est jamais arrivé qu'ils soient au même endroit au même moment. C'est peut-être un moment que j'appréhende un peu, mais moi j'ai déjà rencontré sa copine pareil brièvement. Une fois je suis descendue chercher mon fils en bas, elle était dans la voiture, je l'ai saluée. Une fois je les ai croisés dans la rue. Là j'ai discuté un peu plus avec elle. Je pense que ça va bien se passer, honnêtement, puis ça va être une étape à passer à un moment ou à un autre. Tu penses quoi de ceux qui sont dans la philosophie que même si c'est mon ex, mais parce qu'il est dans la vie de mon enfant, mon copain actuel ou ma conjointe actuelle doit absolument le rencontrer? Tu penses quoi de cette manière de voir là? Je peux comprendre, dans le sens où c'est quelqu'un qui est présent dans la vie de ton enfant. Exactement. Tu peux avoir des inquiétudes, tu peux vouloir mettre les choses au clair à certains niveaux. Donc, je peux comprendre. Moi, j'ai pas senti nécessaire de le faire dans le sens où c'est moi qui ai la majorité de la garde actuellement.
Donc, si jamais on en arrive à un jour à une garde plus partagée au niveau du temps, là, peut-être que je voudrais savoir, juste poser des questions de savoir c'est quoi la Plus, dynamique. Ah, ok, parce que c'est vrai, c'est toi là qui as la majorité. Est-ce que tu pourrais te mettre légèrement un peu plus? Voilà, parfait. Ouais, merci, écoute, t'inquiète pas. C'est vrai, en fait, t'as raison. Vous êtes séparés, Mhm. donc il y a une garde. Oui. Ça marche comment ça, c'est la garde partagée? En fait, habituellement, tu vas vraiment en médiation, puis tu Mhm, essayes de t'arranger à l'amiable, sans mhm. avoir à passer devant un juge qui va trancher. Euh, Et vous, ça a été comment? Nous, on est passé en médiation. Mhm. De par la situation de son père à l'époque et de ses horaires de travail aussi, c'est pour ça qu'on a établi que c'est moi qui allais avoir la garde la majorité du temps. Mais là, ça fait 2 week-ends de suite où son père le voit en dehors de son temps attribué. Donc, on est quand même très ouvert. On s'arrange entre nous C'est beaucoup. quoi le temps attribué pour lui et c'est quoi le temps attribué pour toi? Lui, c'est un week-end sur 3 parce que c'est le week-end qu'il a de off. Il travaille, c'est quoi, 28 jours? Bon, en tout cas, il doit être disponible pour le travail tous les autres jours. Puis il y a Mhm. juste 2 week-ends, un week-end sur 3, 2 jours sur 21, je pense, où il ne peut pas travailler. Est-ce que tu trouves ça juste ou équitable? Je trouve qu'en ce moment, c'est quelque chose qui convient aux besoins de notre fils. Il voit son père quand même souvent, parce qu'à chaque fois qu'il demande à le voir en dehors de son temps, je lui accorde, sauf s'il y a quelque chose de déjà prévu. Et lui, par contre, a encore de la difficulté un peu à être séparé de moi trop longtemps. Donc souvent, quand il revient d'un week-end chez son père, ça va être plus compliqué. La nuit, le matin, il veut pas aller au CPE, il veut rester avec moi. Mhm. Je pense qu'il a un léger, peut-être peur de l'abandon un peu, comme s'il se sent coupable quand il part. Parce qu'après, il me dit, maman, je vais plus jamais partir, je vais rester avec toi Ah pour ouais? toujours. Oh, Puis je il y veux a pas des, que il y a lui des y filles ait qui vont... apporté ça. Fait que je trouve qu'en ce moment, ça Ah. convient. Puis c'est pour ça que je fais vraiment attention. Je lui dis jamais, je vais m'ennuyer de toi ou quoi que ce Mhm. soit, parce que je veux pas qu'il se sente coupable. Je suis pas De sa partir, ouais. responsabilité, ouais. Mhm. Ouais. Il est très attentionné, mon garçon. Ça, c'est vraiment cool pour vrai. Et je vais me permettre encore une fois parce que j'aime aussi poser des questions je peux te poser des questions et je pense vraiment c'est totalement l'opposé de mes valeurs et de ma philosophie et j'aimerais te poser une question quand même directe. Mhm. Ça veut dire que si tu as le mot ultime pour dire si ton fils voit ou pas le père, en quelque sorte ou pas. Sur le temps qui m'est consacré, oui, je pourrais lui dire non, je veux pas. Ce temps m'est accordé à moi, toi tu peux pas le voir. Je pourrais faire ça. Après, je pense pas avoir le mot ultime non plus. Lui, il a des droits aussi en tant que père qui pourrait aller faire valoir si jamais il trouve qu'il y a un abus de ma part. Mhm. Ouais. Est-ce que ça peut apporter des clashs, faire ce partage-là, ce type de partage de temps-là pour la paternité ou la maternité de l'enfant? Est-ce que ça peut causer des clashs parfois? C'est quel type de situation que quelqu'un qui n'est pas familier à ça peut pas s'imaginer que ça peut générer? C'est quel type de problème que ça peut générer parfois ou de disputes que ça peut générer parfois? Actuellement, je te dirais qu'on n'a pas vraiment de dispute en cours à ce niveau-là. Ou c'est quoi les choses qui se sont... C'est quoi la difficulté de faire ce type de partage-là? Je pense que ce qui est difficile, c'est que quand tu n'es pas sur ton temps de garde, tu dois step back un petit peu. Fait que, alors que c'est moi qui prends les décisions presque tout le temps, pendant qu'il est chez son père peut décider de, je sais pas, j'ai vraiment rien qui me vient en tête, mais faire quelque chose que moi, je jugerais pas approprié. Puis je vais savoir, une fois qu'il revient à la maison, je vais pas être à côté pour dire non, il est trop petit pour faire ça. Ou... Ouais. Fait que tu dois apprendre à avoir un certain lâcher-prise. Est-ce que tu dirais que toi, tu es assez mature présentement pour lâcher prise? Le fait qu'il aille chez mes parents m'aide un peu à ce niveau-là aussi. Mais c'est sûr que quand il est chez mes parents étaient mes parents, je sais
je sais quel genre de parents ils sont, donc j'ai quand même la conscience extrêmement tranquille. J'ai confiance aussi en les capacités de son père, mais je sais qu'on n'a pas toujours le même jugement. Donc, des fois, ça peut être un peu stressant. Puis juste, j'ai pas l'habitude d'être séparée de mon fils. Fait que quand il est chez son père, souvent, j'ai toujours gardé mon téléphone près de moi. Ah ouais? Au cas où il arrive quelque chose. Puis tu sais, il arrive jamais rien, là, mais je veux être là. C'est juste vraiment par précaution maternelle. Et pour aider aussi, comme... Non, c'est arrivé hier soir, il m'a appelé juste parce qu'il avait du mal à le faire dormir. Il pleurait beaucoup. Fait qu'il voulait juste savoir qu'est-ce que moi je fais dans cette situation. Donc, j'aime aussi pouvoir être là pour l'aider, même quand je suis pas... Si je suis pas présentement là pour mon fils, je veux pouvoir quand même être une référence, être facilement rejoignable, pouvoir aider du mieux que je peux. Est-ce que tu dirais que la plupart des hommes sont pas capables d'être des pères adéquats, c'est-à-dire qu'ils seraient pas capables en fait de bien éduquer leur enfant si, disons, ils avaient le mot ultime, c'est-à-dire ils étaient eux qui devaient prendre toutes les décisions dans l'éducation de l'enfant. Est-ce que tu penses que la plupart des hommes seraient aptes à prendre des bonnes décisions? J'ai pas vu comme une femme le C'est ferait? sûr que physiologiquement parlant, chez la femme, c'est viscéral de s'occuper de son bébé. C'est vraiment à l'intérieur. Tu l'entends pleurer, tu peux plus penser à rien d'autre. C'est vraiment, je pense, ça vient de chercher d'une façon un peu plus profonde du lien créé par la grossesse, l'enfantement, tout ça. Donc, je pense la nécessité de répondre aux besoins de notre enfant chez la maman est plus fort, mais ça peut aussi jouer contre elle. Comme ce que je te disais tout à l'heure au début, les premiers mois, la peur que j'avais de la mort subite du nourrisson où j'arrivais pas à rationaliser, ça peut aussi te mettre dans des états où tu es trop... ça devient presque maladie. Il fallait toujours que je m'assure que mon enfant va bien. Le père peut-être peut être un peu plus rationnel. Quand les hormones suite à l'accouchement font au niveau de la maman, ça peut aider à avoir quelqu'un un peu plus terre à terre à côté. Donc, ça dépend vraiment des cas, mais c'est sûr que la physiologie, donc oui, le genre vient jouer là-dedans. Wow. C'est vraiment fascinant. Je trouve cette discussion fascinante dans le sens de voir la perspective d'une mère sur c'est comment éduquer un enfant, c'est comment faire grandir un enfant, c'est comment rebâtir une nouvelle famille. J'ai envie de te demander, c'est quoi je t'ai pas demandé que tu trouverais intriguant à dire? Comme intéressant à partager. Ouais. Par rapport à la maternité ou n'importe quoi, à la maternité, au fait d'être mère ou à ta situation présente. Mais juste peut-être de souligner que c'est vraiment une évolution constante. Il faut toujours se réadapter et même dans les moments où tu as l'impression que tout est en train de s'effondrer, il y a une raison, puis ça va finir par aller mieux. Même dans les moments les plus bas, autant de la maternité, donc quand on est à pas dormir de la nuit, avoir du mal à trouver 5 minutes pour prendre ta douche, ça finit par passer. Ça finit par aller mieux éventuellement. Puis même aussi dans un contexte de séparation où tu as l'impression que tu fais pas forcément ce qu'il y a de bon pour ton enfant. Sur le coup, c'est sûr que c'est des questions qui traversent l'esprit. Est-ce que je suis égoïste? Est-ce que je fais vraiment ce qu'il y a de mieux pour lui? Tu peux avoir l'impression, encore une fois, que tout s'effondre autour de toi, mais ça finit toujours par aller mieux. Oh. Tu dirais quoi de ceux qui ont l'argument qui dit que tu es une femme égoïste, tu as mis fin à cette relation-là, l'enfant voit l'enfant voit son père une fois ou 3 semaines, tu es une femme égoïste. Tu dirais quoi de gens comme ça? Je pense qu'en ayant, premièrement, celle qui a la majorité du temps de garde, ça veut dire que la majorité du temps, je fais passer mon fils avant mes besoins à moi. Ça, c'est pas, selon moi, être égoïste. Et juste de par la façon dont mon fils a réagi au moment de la séparation, un foyer qui est pas sain, c'est pas un environnement pour un bébé. Wow. C'est vrai parce que y a beaucoup de gens dans la société
qui voient toutes les situations tout rose, c'est-à-dire c'est soit noir ou blanc, mais ils oublient qu'il y a plein de situations qui sont grises. Peut-être que tu peux voir que présentement, ils ne sont pas séparés, mais peut-être que le fait qu'ils soient séparés, c'est la meilleure chose qui soit arrivée de leur vie, en fait. Donc, il ne faut pas trop juger les apparences, parce que la plupart du temps, on connaît pas l'histoire derrière. Puis c'est pas une décision facile à prendre, surtout quand il y a un enfant qui est impliqué. Je pense que personne ne prend cette décision à la légère. Donc, si les deux personnes en arrivent à la conclusion que c'est la meilleure chose à faire, c'est fort probablement la meilleure chose à faire. Aksana, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? Je suis quelqu'un qui pleure beaucoup. Donc, la dernière fois que j'ai pleuré. Il y a 2 heures, non, je l'ai. Oui, je pense que c'était ce matin pour de vrai. Oh, ce matin? Oui, mais c'était vraiment, je suis très proche de mes émotions. Je pleure facilement. Puis je sais plus qu'est-ce que mon copain m'a dit, que je suis forte, puis il croit en moi. Puis ça m'a fait monter les larmes aux yeux. Je suis vraiment... je pleure facilement. Ça m'en prend pas beaucoup. Est-ce que tu es heureuse présentement? Oui, je pense que j'ai vraiment tout pour être heureuse actuellement. C'est une chose différente. Avoir tout pour être heureuse et être heureuse. Je te repose la question. Est-ce que tu es heureuse présentement? Oui, je suis heureuse présentement, oui. C'est quoi qui te rend heureuse? Mon fils, ma famille, la relation dans laquelle je suis actuellement. Tout le travail que j'ai fait sur moi-même. J'ai vraiment appris à être dans le moment présent, à incorporer des pratiques de gratitude, des choses comme ça dans mon quotidien, ce qui aide beaucoup. Parlons un peu de ta relation présentement. Vous vous êtes rencontrés comment? Par les applications de rencontre. Quelle application? Hinge. Hinge? Ouais. Wow. C'est vraiment une application populaire, hein? Qu'est-ce qui en fait en sorte que tu as flashé sur cet homme? Je le trouvais très beau, premièrement. Je trouvais qu'il avait l'air intéressant. Puis quand on s'est parlé sur l'application, forcément tout le monde me parlait du fait que j'étais maman. Mais lui, je sais pas, la façon dont il m'en parlait, il posait les questions par rapport à moi. Comme, est-ce que... Juste, je sais pas, la façon dont lui, il a abordé le sujet, ça s'est fait de façon plus où il se souciait de mon bien-être, on aurait dit, alors que je le connaissais pas du tout. C'est quelque chose que j'ai apprécié. Puis à l'époque, j'avais pas beaucoup de temps libre aussi. Donc, il m'avait dit, on pourrait se voir samedi. Puis j'avais dit, OK, je regarderai pour faire garder mon fils. Et probablement que je l'aurais pas fait, en fait. Mais après, lui, il m'a dit, sauf s'il y a un autre jour qui est mieux pour toi. Puis là, vu qu'il y a un soir par semaine où mon fils est chez mes parents, j'ai dit, moi, c'est ce jour-là où je pourrais. Donc, le fait que lui s'adapte aussi, c'est ça qui a fait en sorte, parce que je me serais sentie trop mal à l'époque de faire garder mon fils pour aller rencontrer un inconnu. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu dirais quoi, en fait? Parce que tu étais sur les applications de dating, donc je suppose que c'est pendant un petit moment. C'était quoi la perception des hommes vis-à-vis du fait que tu étais une mère célibataire? Ils étaient curieux, mais je ne l'ai jamais vu comme si ça pouvait représenter un éventuel problème. Mais c'est sûr que c'était rapidement amené sur la table. Oui, mais j'ai pas senti de jugement ou quoi que ce soit face à ça. Ton partenaire actuel, comment ça a été l'intégration dans ta famille? Très, très progressif. Puis au début, il venait plus à la maison. Les premières fois où il a rencontré mon fils, c'était plus parce qu'il venait m'aider avec quelque chose à la maison. Donc, ça tombait que mon fils était là parce que au début, on s'assurait vraiment d'avoir nos temps pour nous de couple.
Donc au début, c'est comme ça que je l'avais présenté à mon fils comme étant l'ami de maman qui venait aider avec telle ou telle chose. Finalement, mon fils a compris ce qui se passait sans que j'ai eu besoin de le dire. Il me l'a lui-même dit. Ah ouais, ton fils a été capable de comprendre ce qui se passait? Oui, il m'a dit, maman, l'ami de maman, c'est ton amoureux. Ah, parce que Ouais. pour lui, dans sa tête, l'ami de maman, c'est un nom, genre. Parce Oui. qu'il dit maman, l'ami de la maman. Oui, Ok, puis souvent, il l'appelle l'ami encore maintenant parce que pendant vraiment longtemps, on a référé à lui comme l'ami de maman. Oh my God. Ouais. Tu penses que ton partenaire voit comment le fait d'être, en quelque sorte, un beau-père présentement? C'est sûr que j'imagine qu'il y a eu un cheminement à faire. Je pense que c'est pour ça aussi qu'au début, on a tous les deux pris ça lentement pour être conscients de la relation dans laquelle on s'embarquait. Autant moi, le fait d'introduire quelqu'un dans la vie de mon fils, autant lui de rentrer rapidement dans une dynamique familiale après avoir rencontré quelqu'un. C'est pour ça que d'avoir pris notre temps, de toute façon, c'était la chose naturelle à faire. Après, je peux pas vraiment parler pour lui mettre des mots dans la bouche ou quoi que ce soit, mais c'est sûr qu'il y a eu un... C'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, je pense, rentrer dans la vie d'un enfant. T'as raison, ça doit être quelque chose de totalement compliqué. Et il faut vraiment être sûr dans le sens que on ferait pas ça pour n'importe qui. Je verrais pas, moi, quand j'étais célibataire, je verrais pas pourquoi j'aurais choisi une femme qui avait des enfants si je m'engageais pas avec elle, dans le sens que c'est pas un choix à la légère. Ton partenaire t'a dit qu'il a 28 ans, mais t'as 29 ans. L'âge, c'est quoi pour toi dans les relations? La plupart du temps, on est habitué de voir que les femmes préfèrent des hommes plus âgés, mais toi, en l'occurrence, tu sors avec quelqu'un de 1 an plus jeune que toi, ou un peu Oui. moins peut-être. Non, c'est vraiment pile 1 an, en fait. Parce que lui est de juillet, moi d'août, donc on a vraiment 1 an de différence. Puis au début, on dirait, je sais pas, ça me mettait un peu mal à l'aise d'avoir quelqu'un de plus jeune que moi. Puis j'ai réalisé que c'était complètement idiot parce qu'en plus, c'est juste 1 an. Je veux dire, ça fait pas une grosse différence. Mais c'est vrai qu'il y a un malaise. On n'est pas habitué de voir ça. Puis même moi, en fait, mon père est plus jeune que ma mère. Mais pareil, de 2 ans, je pense pas de T'as beaucoup. suivi les conseils de Ouais. ta mère. Ouais. Ah, wow. Est-ce que tu dirais que dans le couple homme-femme, il y a des rôles dans ce type d'amour-là? C'est sûr que chacun a un rôle à jouer. Dans le sens où ça peut pas être une seule personne qui a le bien-être de la relation sur ses épaules. Chacun doit faire des efforts, chacun doit apporter quelque chose à la relation. De là à dire qu'il y a un rôle qui est prédéfini pour l'homme, prédéfini pour la femme, actuellement oui, mais c'est au couple de juger ensemble quel équilibre est le mieux pour les deux individus en question, parce que tout le monde est différent, puis même une même personne en couple avec plusieurs personnes va agir différemment selon la personne avec qui elle est en couple. Donc quand il y a une bonne compatibilité, les rôles vont se placer un peu naturellement, je pense. Quel est le rôle de la femme alors? Le rôle idéal pour une femme d'un couple, à ton avis? Être aimante. C'est sûr que je pense que les femmes, on a quand même... En fait, je veux vraiment pas parler pour tout le monde, mais je sais que moi, naturellement, même avant d'être maman, j'ai toujours eu une fibre maternelle en moi. Probablement parce que je suis une femme, mais de là à dire que toutes les femmes l'ont, je sais pas. Donc, ça peut être naturel pour la femme d'avoir envie de prendre soin de son partenaire.
Donc, ce côté un peu maternisant qui peut aussi s'installer dans la relation, qui peut être bon ou nocif selon la personne qui est en face de nous. Est-ce que Ouais. tu as l'air d'être quelqu'un qui va prendre certaines responsabilités si elle voit que ces responsabilités ne sont pas prises en main? Absolument. Est-ce que tu n'étais pas quelque peu maternisant envers ton ex? Oui, c'est sûr qu'à un moment, à force que c'est moi qui prends tout sur les épaules, je le fais, il fera même pas l'effort de le faire, il sait que je vais le faire. Donc c'est sûr que c'est peut-être moi aussi un peu qui a voulu trop en faire. Puis j'aime avoir quand même les choses en main. Si je trouve que les choses sont mal faites, je me dis, bon, ben, je vais le faire moi-même la prochaine fois. Comme ça, je sais que ça va être bien fait ou selon mes critères. Est-ce que tu dirais pas que tu prends un peu trop en main parfois dans certaines situations? C'est-à-dire que il y a beaucoup d'hommes qui se valorisent par le fait d'accomplir des choses pour leur femme, pour leur famille. Et si tu leur enlèves ça, tu enlèves quelque peu leur masculinité. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'avoir trop pris en main la situation ou certaines situations en général? Je pense que si j'en arrive à le prendre en main, c'est que la personne m'a laissé le prendre en main, dans le sens où il l'a pas fait. Dans la situation, dans ma relation actuelle, c'est vraiment mon copain qui fait tout ce qui est manuel. Ou même quand je commence à faire quelque chose, là, il va venir à côté de moi, regarder comment je fais. Il va vouloir m'aider. Il est très... Lui, naturellement, il est comme ça, donc je lui laisse cette place que lui a pris. Si j'ai pris cette place-là dans ma relation précédente, c'est parce que ce rôle était vacant, il fallait que quelqu'un le fasse. Donc, je me suis portée volontaire. Ouais, c'est vrai que si la personne ne fait pas ce qu'il ou elle est censé faire, c'est sûr qu'il faut que quelqu'un le fasse, quand même. Est-ce que tu dirais que l'amitié entre hommes et femmes, c'est quelque chose qui existe? Tu penses quoi en fait de ça, en fait? Tu penses quoi de l'amitié entre hommes et femmes? Je pense que c'est possible. J'ai eu plusieurs relations d'amitié avec des hommes sans qu'il n'y ait jamais aucun moment d'ambiguïté. Oui, non, je pense que c'est possible. J'ai senti l'hésitation. Ben souvent, c'est sûr que quand quelqu'un m'aborde, souvent, il va avoir une intention qui n'est pas forcément celle de l'amitié au premier abord. Mais ça peut, si tu fais comprendre que non, toi, t'es pas intéressé, la personne peut devenir alors être complètement dans l'amitié dans cette relation. Je pense que c'est possible. Ça, je pense que c'est peut-être une incompréhension que les femmes et les hommes ont. Disons que toi, tu es attiré physiquement par quelqu'un. Est-ce que tu peux, du jour au lendemain, ne plus être attiré physiquement par cette personne? Pas du jour au lendemain, mais ça peut passer, oui. Comme je suis quelqu'un... Ben, ça remonte à il y a quand même longtemps, mais je m'en souviens, j'avais souvent des crushs différents. Puis après, je regardais la personne 2 semaines plus tard, puis je me disais, comment ça j'ai eu un crush sur lui? Genre, Fait que ça peut partir vraiment, puis tu peux... Ouais, ça peut partir. Puis après, être complètement neutre face à quelqu'un qui t'a déjà trouvé attirant, oui. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est très, 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 très intéressant même. Est-ce que tu dirais que Montréal, c'est un endroit que tu te vois vivre? Je me plais à Montréal.
Puis je pense qu'on est privilégié aussi d'être ici. Mhm. C'est un pays qui est très, très stable. On n'est pas je veux dire, il y a des personnes en ce moment qui sont dans des zones de guerre ou des situations beaucoup, beaucoup plus précaires. Donc, je pense que je ne peux pas me plaindre de ma situation actuelle. De là et faire toute ma vie, c'est sûr que j'ai quand même une contrainte due au fait que le père de mon fils est là. Je peux pas vraiment décider. Oh, Ouais. c'est vrai, j'ai oublié ça. Ouais. Donc, disons que tu voulais changer de pays et tu voulais aller en France. Ok, scénario catastrophe. Tu veux aller vivre en France. Qu'est-ce qui se passe? C'est faisable. Il y a des couples qui le font, mais souvent tu repasses, je pense, devant une médiation quelconque pour avoir une entente écrite, j'imagine. Mais oui, ça existe, ce genre de dynamique où, si par exemple, on colle tous les jours où il est avec son père d'habitude, puis là, il viendrait, par exemple, passer l'été à Montréal, il viendrait pendant 2 mois. Donc, le temps resterait le même, mais serait condensé. Donc, ça existe. C'est quelque chose qui se fait. Est-ce que c'est ce que je souhaite pour mon enfant? À l'heure actuelle, non. Waouh. Parce qu'on voit parfois dans les films, les films, dans la réalité, les gens qui kidnappent l'enfant. Ouais. Ouais. Est-ce que ça peut être une crainte? En Euh, toute transparence, ça peut être une crainte parfois que... J'imagine que oui, mais dans ma situation, non. Puis à chaque fois que c'est arrivé 2 fois jusqu'à maintenant que je sorte du pays avec mon fils. Puis j'avais quand même amené une autorisation écrite assermentée du père qui m'autorise à quitter avec notre fils. Waouh, mais c'est compliqué, toutes ces choses. Mais on me l'a pas Il faut demandé. faire des choses comme ça parfois. Il te recommande de le faire. Moi, je l'ai fait. Puis finalement, c'est juste la deuxième fois quand je re-rentrais au Canada Ouais. qu'ils me l'ont demandé. Mais je re-rentrais au pays. Fait que quand je suis sortie pour aller au Mexique, on m'a rien demandé. Mais Et quand je tu rentres reviens, là- là, on m'a demandé le papier d'autorisation qui était roulé au fond de ma valise. Donc si tu l'avais pas, tu aurais pu aller en prison. Non, j'aurais pas pu aller en prison. Je pense que... Bon, en fait, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il aurait Wow. répondu, mais dans le moment où tu veux quitter, je pense qu'on te laisse pas quitter. Mhm. Ou il faut que tu justifies, peut-être que le père se présente, je sais pas c'est quoi le Ou scénario qu'il qui se appelle, fait. oui. Ok. Parce que c'est pas illégal de sortir avec ton enfant sans l'autorisation. Mais c'est illégal de ne pas revenir. Ouais. Wow. Mhm. Tu penses quoi des familles recomposées, étant donné que ça sera peut-être ton cas dans le futur? C'est sûr que c'est pas l'idéal, dans le sens c'est ce que personne souhaite à la base. Mais je pense que ça fait partie de la vie, comme beaucoup de choses. Et il faut juste apprendre à s'adapter, trouver une formule qui convient à tout le monde, où tout le monde y trouve son compte. Et apprendre à dealer avec sur le coup. C'est quoi qui te fait le plus peur du futur? J'ai le plus peur du futur. Je suis quand même assez confiante en l'avenir en ce moment. Encore une fois, toutes mes peurs sont vraiment liées à mon fils et à son bien-être à lui. Ouais, mais... Ça peut être une critique que peut-être certains hommes ont. Est-ce que ton fils n'aurait peut-être pas trop de priorités dans ta vie présentement? C'est-à-dire que il a tellement de priorités que ça peut aller au détriment même de ta vie amoureuse. C'est-à-dire que il est avant tout. Il n'y aura rien avant lui. Absolument rien. Oui, ben oui, c'est sûr qu'il y en a à qui ça peut déplaire et c'est pour ça que moi, j'avais mis les choses au clair dès le début de ma relation. Comme au stade actuel, je lui avais dit, moi, c'est tel jour que j'ai pas mon fils, c'est tel jour que je suis disponible pour se voir. Donc, ça faisait en sorte que j'étais pas disponible les week-ends.
Oui, puis je l'avais mis au clair, comme mon fils est ma priorité à l'heure actuelle où tu viens de rencontrer quelqu'un. Donc, je pense que c'est important de juste le verbaliser, faire en sorte que la personne qui s'embarque dans une relation avec quelqu'un qui est dans cet état d'esprit le sache. Mhm. Je pense pas que c'est une mauvaise chose. Chacun peut prendre sa décision après. Mhm. Mais c'est C'est important de le d'être mentionner. transparent. Ouais. Mais présentement, tu fais passer quoi en avant? Ton fils ou ta relation? Mon fils, quand même, c'est sûr. C'est sûr que ça va toujours être mon fils. C'est ça mon rôle de maman. Ça sera toujours lui en premier. Ensuite, ma relation. Mais c'est sûr que ma relation a comme monté beaucoup au niveau de l'importance que je lui accorde au fil Mhm. que cette relation s'est bâtie. Donc maintenant, elle est très, très haut dans mes priorités. Mais c'est sûr que mon fils a comme un niveau que rien ne pourra jamais Mhm. dépasser. Je dois avouer que ça peut causer des frictions pour plusieurs hommes. Voilà pourquoi c'est pas tout homme qui se mettra avec une femme qui a déjà un enfant. Parce que pour un homme, s'il se met en couple, il veut être la priorité de sa femme. Donc ça peut être difficile d'être mis en deuxième instance comme ça, en permanence parfois. Oui, c'est sûr, mais je pense aussi que Mhm. ça peut aussi te montrer que la femme, si jamais toi, tu es dans l'optique d'avoir peut-être des enfants un jour, ça peut aussi te permettre de voir que la personne avec qui tu es va être une bonne maman pour tes enfants parce que tu C'est vois vrai, c'est la vrai, façon dont elle s'occupe déjà de son enfant. c'est vrai, c'est vrai. Ça va être magnifique, hein? Est-ce que, bon, je sais pas, peut-être que, ben, on en parlons-nous. Est-ce que tu aimerais avoir d'autres enfants? C'est sûr que moi, j'ai toujours voulu une grande famille. Euh, donc, avoir d'autres enfants ce serait juste du positif dans ma vie. J'ai l'impression, en fait, que le fait d'avoir un enfant, ça te rend vraiment joyeuse. Oui, vraiment. Oui, oui. Puis ça a vraiment donné un sens à ma vie, j'ai l'impression. Ça a vraiment... ça a tout changé. Puis ouais, c'est à ce moment-là aussi où j'ai réalisé mon importance à moi et où j'ai toujours eu des problèmes de confiance en moi et d'amour propre. Puis c'est en devenant maman que j'ai réalisé, que j'ai réglé ces problèmes-là avec moi-même aussi. Donc ça m'a vraiment permis de m'accomplir en tant que personne, de devenir maman. C'est quoi ne pas connaître son importance? Ouf, je te dirais que je m'écoutais pas, tout simplement. Peu importe ce qu'on allait me dire, j'allais écouter les autres parce que j'avais pas confiance en mon jugement, en T'avais mes pas raisonnements. confiance en ton jugement et ton raisonnement? Non, j'accordais pas de valeur à mes pensées. Euh, Hmm. ouais. Puis quand je suis devenue maman, c'est là que j'ai compris que c'est moi qui savais qu'est-ce qu'il y avait de mieux pour mon fils. Personne ne le savait mieux que moi. Oh! Ben, dans le sens... Non, mais Oh! ça, c'est une phrase que ma marraine d'allaitement m'avait dit. Parce qu'au début, j'étais vraiment stressée. J'appelais tout le temps Info Santé. Puis elle m'avait dit, tu sais, Aksana, en ce moment, ton bébé t'apprend à le connaître, mais c'est toi qui vas devenir la professionnelle de ton bébé à toi. Personne ne va le connaître mieux que toi. Personne ne va être capable mieux que toi de répondre à ses besoins. Puis ça m'avait vraiment marqué cette phrase-là. Donc oui, ça m'a donné vraiment beaucoup, beaucoup de confiance en moi. Hmm. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je réalise même parce qu'on touche ce sujet-là qu'on n'a pas beaucoup abordé la toi qui n'était pas maman. Mhm. Et quand je fleure un peu, je sens un peu de tristesse ou de peut-être regret, c'est-à-dire que tu n'étais pas une personne qui donnait l'impression de s'affirmer, Mhm. d'assumer ses choix. Est-ce que tu étais dépressive avant? J'étais peut-être pas dépressive, je sais pas honnêtement si je pourrais porter ce diagnostic, mais puis j'ai eu des moments de bonheur aussi et tout, mais je m'étais pas encore... ouais, je m'étais
pas encore vraiment accomplie en tant que personne. Hmm. Tout simplement, oui. J'avais pas pris le temps d'apprendre à me connaître. Tu disais que tu n'avais pas d'amour propre. Pourquoi tu t'aimais pas? Je sais pas, pas que je m'aimais pas, mais je manquais énormément de confiance en moi. C'était surtout ça. Plus que de l'amour propre. Oui, c'était surtout un manque de confiance que j'ai depuis que je suis toute petite. En fait, ça remontait vraiment à l'enfance, donc je sais pas qu'est-ce qui l'a provoqué, mais j'ai toujours été un peu timide, un peu plus en retrait, du mal à m'affirmer. Ouais. Est-ce le fait d'avoir voyagé de la France et venu au Canada à 13 ans? Non, parce que c'était déjà présent avant. Mais c'est sûr que ça a été quand même un moment où j'ai trouvé ça difficile aussi. J'avais du mal à me faire des nouveaux amis. À l'époque, j'avais vraiment un accent français-français. Puis quand on me parlait, des fois, je comprenais pas ce que les gens me disaient. Je me sentais trop mal. J'osais pas le dire parce que je savais qu'ils me parlaient la même langue que moi. Ils me parlaient en français aussi. Donc, je voulais pas avoir l'air hautaine. Les haters ou... vont dire c'est pas la même langue parfois, non? Mais ouais. Non. Oh my God. Donc, ouais, ça m'a encore plus... ouais. Renfermé sur toi-même. Hein? Ouais. Oh. Aksana, je vois qu'on tire à la marque fatidique de 1 heure et ce podcast-là, je me suis fait une seule promesse. 1 heure maximum. Mhm. Donc j'aimerais te remercier d'avoir participé à cette conversation-là. Je pense que c'était une conversation très enrichissante de voir ta perspective de femme sur c'est quoi être maman, c'est quoi faire de la garde partagée, c'est quoi éduquer un enfant, c'est comment les premiers mois avec l'enfant. J'aimerais te demander, est-ce que tu aurais un mot pour les gens qui écoutent ou un mot général, ça peut être comme tu veux. Tu peux même m'insulter si t'as pas aimé tout ça. Non, mais je voulais te remercier pour l'opportunité. C'est rare, je pense que c'est la première fois que je parle autant de moi. Ah ouais? C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire pendant 1 heure de temps. Ah ouais? Ok. Donc, Pourquoi tu parles pas de toi? ben, je pense d'habitude aussi, moi j'aime beaucoup apprendre à connaître les gens, donc d'habitude c'est plus moi la personne qui pose les questions. Ouais. Est-ce que tu te connais? Maintenant oui. Intéressant. Merci beaucoup et à la prochaine.